Et là, Borjka, que je vais agrandir, il va vous montrer que parfois, la science a son mot à dire par rapport à la religion. Je te laisse la parole, Effectivement. Borjka. Ouais. Alors attends. Ouais, je suis en grand. Est-ce que on voit? Ok, nickel, c'est bon. Donc du coup, bah, il s'avère que là, déjà, première des choses, aujourd'hui, nous allons parler de la taille hypothétique, enfin, du coup, des données qu'on a, par exemple, sur notre cher ami Adam, donc décrit par l'islam sunnite. Donc, selon les textes de l'islam sunnite, il mesurait 60 coudées, ok, ce qui équivaudrait à peu près à 30 mètres. Mais si on se base par exemple sur les explications qui ont été faites par les sharh du coup de ces hadiths-là, ça nous indique entre 30 et 33 mètres. Ok, donc pour les coudées, pour le coup, c'est une unité assez approximative. Donc une unité de mesure assez approximative qui n'est pas réellement précise et qui varie selon, par exemple, selon les Romains, les coudées romaines étaient plus petits que les coudées égyptiennes. Et les coudées égyptiennes, c'était celles qui étaient utilisées en Moyen-Orient. Donc du coup, comme un bon musulman sunnite, je vais me baser sur les exégèses. Donc, du coup, on va définir d'abord du coup la taille, on avait dit c'était 30 à 33 mètres. Moi j'ai mis ici dans cet exemple 33 mètres, mais on pourra réutiliser les 30 mètres qui pourront nous servir. Donc là du coup oui, il y en a qui disent la nouvelle team PDF. C'est pas vraiment, c'est juste on se concentre sur des démonstrations. Donc là la première des choses qu'on va chercher à savoir, on va utiliser le facteur d'échelle linéaire ainsi que la loi du carré cube pour avoir du coup le poids de notre Essaye cher ami Adam. d'expliquer. Enfin, si tu veux bien, tu reprends tout de suite. J'explique juste que c'est la loi des carrés cubes ou tu le fais rapidement, peut-être pour Non, je vais le faire, vraiment il y a, que. il y a- il y a la formule, il y a la formule. T'expliques vraiment simplement parce qu'il y a des gens qui sont allergiques aux maths. Hein. T'oublies pas. Hein. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, alors, Vas-y. en fait, parce qu'en fait, là, pour l'instant, c'est le facteur d'échelle linéaire et après, en fait, on va plus l'utiliser pour le, comment ça s'appelle? Pour le ratio force-poids. En fait, toutes les choses que je fais, je les explique ici avec les formules, en fait. Ok? Donc, ça va pas être très compliqué. En tout cas, sachez juste une chose, c'est que là, regardez ce qui est écrit ici. Donc voilà, on a les données. Donc, du coup, un humain moyen, 70 kilos, la masse d'un humain moyen. La taille humaine moyenne, 1,7 m et la taille de Adam, donc on a dit 33 mètres, après on pourrait essayer avec 30. Et la masse d'Adam, c'est ce qu'on recherche, ok? J'ai mis un point d'interrogation. Et donc comment on va le faire? En appliquant cette formule, ok? Donc du coup, le facteur d'échelle linéaire, ça fonctionne comment? Donc c'est S qui est égal à la taille de Y divisé par la taille de X. Ce qui nous permettra de savoir du coup combien de fois faudra multiplier la taille de X pour avoir la taille de Y. Ok? Donc dans un cas concret, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Ok? C'est-à-dire qu'on va prendre la taille de Y, donc la taille d'Adam, divisé par la taille d'un humain moyen, et ça va nous donner S. Et S, ce serait le nombre par lequel il faudrait multiplier la taille d'un humain moyen pour avoir la taille d'Adam. Donc vous allez comprendre ça va servir à quoi. Pour l'instant, ça ne nous sert à rien, mais c'est le facteur S qui comptera après. Autre chose, la masse, elle dépend du volume. Ok, je sais pas si on voit bien. Attends, il faut que je me mette comme ça, tac. Ouais, voilà. Donc la masse dépend du volume. Et le volume est égal à longueur fois largeur fois hauteur. Ok? Et donc chaque dimension, pour l'instant c'est du chinois, mais vous inquiétez pas, ça va être un petit peu plus facile, un petit peu plus facile. Donc du coup, chacune des dimensions sera multipliée par S. Et donc vu que le volume est par conséquent la masse, elle est multipliée par S au cube, donc multipliée par longueur, largeur, hauteur. Donc voilà, c'est les trois dimensions qui sont multipliées ici par S. Donc ça donne, ça sera S au cube, multiplié par la masse d'un humain moyen, donc MH. Ok. Et donc ça nous donnera la masse d'Adam. Pour l'instant, ça peut paraître un petit peu compliqué, j'ai un petit peu expliqué mal, mais vous inquiétez pas, dans la mise en pratique, ça va être très simple. Du coup, on prend la taille d'un humain moyen, on a dit 1,7 m. Le facteur d'échelle linéaire S, comme on a dit, TY divisé par TX, donc là, la taille de Adam divisé par la taille d'un humain moyen, donc 1,70 m, ça nous donne 19,4. Ok? Et ça, du coup, c'est S. Donc il faudrait multiplier 19,4 fois la taille d'un humain moyen pour avoir la taille d'Adam. C'est ce qu'on retrouve ici. Ok? Donc le volume, par conséquent, la masse, elle croît. Comme on avait dit ici, on la multiplie par chacune des dimensions du volume. Donc longueur fois largeur fois hauteur. Ce qui donne S au cube. Et donc on avait dit S, c'est, comme on a dit juste ici, 19,4. Donc 19,4 au cube est égal 7314,676. Pourquoi écrit 776 fois? C'est le ratio masse en réalité. Du coup, il faudrait multiplier ça fois la masse moyenne. Ok? Donc là, du coup, on a le résultat. Donc S au cube, on a dit c'est 7314,676 multiplié par la masse d'un humain moyen. Ok? Donc là, du coup, on passe à la mise en pratique. Donc si un humain moyen pèse 70 kg, donc on fait 70, ok, donc la masse, donc 70 fois 7314,676. Félicitations, on a le poids de Adam.
enfin de la masse. Donc 512 027,27 kilos. Donc 512 tonnes pour notre cher ami Adam. Voilà, on a trouvé la masse de notre poteau Adam. Voici l'animal le plus lourd du monde, qui est la baleine bleue. Ok, donc qui atteint jusqu'à 150 000 kilos. Et pour les records du monde, on va dire, sur les records de poids chez les baleines bleues, c'est de 180 tonnes, grand maximum. Ok, et on parle d'un animal qui fait 30 mètres. Donc l'animal le plus grand et le plus lourd que l'on connaît sur Terre. Donc voilà, on a un être humain qui est censé marcher sur la terre ferme. Et là, il s'avère que il pèse 512 tonnes. Vous allez me dire, où est le problème? Moi, je vais vous dire où est le problème. Déjà, en termes de période géologique, il ne pourrait pas vivre durant la période géologique du Cénozoïque. Il pourrait nécessairement, s'il a envie d'être, pour développer ce genre de forme de gigantisme, il faudrait qu'il vive sur la période du Mésozoïque. Ok, donc la période des dinosaures, la période géologique des dinosaures, où il y avait beaucoup plus d'oxygène, où ça favorisait beaucoup plus le développement des géants, on va dire, sur la terre ferme. Parce que là, pour le coup, durant le Cénozoïque, c'est beaucoup plus compliqué. Du moins, on peut pas atteindre des formes aussi immenses. Mais bon, vous allez me dire, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va calculer la pression hydrostatique. Donc du coup, la pression hydrostatique, c'est du coup la circulation du sang du cœur jusqu'à la tête. Et pour ça, on va devoir calculer du coup sa pression hydrostatique. Ok, bon, ça va, vous inquiétez pas, je vais raccourcir. Mais voilà. Du coup, si on prend par exemple un humain moyen, il faudrait calculer du coup en termes de pourcentage le cœur jusqu'au sommet du cerveau. Ok, donc pour un humain moyen, par exemple d'un mètre 70, c'est de 45 cm, ce qui équivaut à 26,5% de la taille. On peut la réappliquer sur un mètre 90, ça sera le même pourcentage, et sur 2 mètres, c'est le même pourcentage. Donc du coup, on va reprendre ce pourcentage-là. Donc du coup, sur un humain de 33 mètres, comme on a dit, le cœur au sommet du cerveau, donc la distance projetée, on a dit, c'est 26,5%, donc c'est 0,265 fois 33, ce qui nous donne 8,7 mètres en termes de distance du cœur à la taille. Donc du coup, on va regarder, on va calculer la pression hydrostatique. Donc déjà, il faudrait définir chaque terme, parce qu'après, on va appliquer la formule. Donc ρ, on a dit, c'est la densité du fluide. Et on sait que la densité du sang, c'est de 1060 kg par mètre cube. Donc voilà, tu as l'accélération de la pesanteur avec G, donc c'est 9,81 mètres par seconde, par seconde au carré, je crois, pour du coup la constante de la Terre. Donc la hauteur, c'est la colonne du fluide. Donc comme on a dit, distance cœur-tête, c'est 8,7 mètres. Et 1 atmosphère, donc ça c'est l'unité 1 ATM, qui représente 101 325 pascal. Donc du coup, la formule, c'est quoi? C'est ρ fois G fois H. Donc voilà, ici, on avait défini, du coup, ça vaut combien pour chacune. Et donc, on passe au calcul pour la pression hydrostatique. OK? Et donc, ça nous fait, quand tu fais le calcul, 90 pascal, enfin 90 835 pascal. Et donc, en atmosphère, du coup, quand tu fais le calcul, donc tu divises pour savoir combien d'ATM supplémentaires il nous faudrait pour la pression hydrostatique. Donc, tu prends du coup le résultat ici et tu le divises par 1 atmosphère. Donc, 90 835 divisé par 101 325, ce qui nous donne 0,896 ATM supplémentaires. Vous allez me dire, oui, mais tout ça, là, tout ce blabla, ça sert à quoi? On sait que la limite hydrostatique maximale dans le règne animal, c'est chez la girafe, qui a un cœur qui pèse 11 kg, qui a l'un des systèmes cardiovasculaires les plus développés. Et elle a le record de la pression hydrostatique, donc de 0,40 ATM. Et elle fait au grand maximum, pour le coup, 5-6 mètres de haut, maximum. Donc du coup, qu'est-ce qui se passerait? Il s'avérerait que les capillaires, elles ont des parois qui sont extrêmement fines, donc une seule couche cellulaire, c'est environ 5 à 10 micromètres, et au-delà de 0,2 à 0,3 ATM supplémentaires, il risque de se rompre, donc hémorragie et œdèmes cérébraux. Pour le cœur, si la pression est trop forte, le liquide sort des capillaires, donc une hyperpression intercrânienne, et du coup, ça causerait une mort rapide. Pour le cœur, donc le cœur, il devrait générer une pression énorme pour perfuser jusqu'à la tête, ce qui fait qu'il y aurait une hypertrophie cardiaque monstrueuse. C'est-à-dire que même pendant le sommeil, le mec peut littéralement faire un arrêt cardiaque. Donc voilà, par rapport votre géant de 33 mètres, là, si on le prend en compte, il ferait littéralement un arrêt cardiaque où il aurait, du coup, son cerveau, il éclaterait. Ok? Donc du coup, si on devrait faire une conclusion en calculant cette pression hydrostatique qui brise toutes les limites que l'on connaisse actuellement biologiquement, les vaisseaux et capillaires sanguins ainsi que les organes exploseraient.
Mais bon, admettons qu'il y a un miracle qui fait que ça tient. Bah maintenant, on va calculer ce qui nous intéresse en utilisant et en mettant en application directement la loi du carré cube. Parce qu'il faut qu'on essaye de voir du coup sa force à ce géant-là. Parce que pour le coup, si avec cette limite hydrostatique-là, il a l'air d'être très très fragile pour l'instant, bah faudrait voir au moins sa force. Du coup, quand hydrostatique-là, il a l'air d'être très très fragile pour l'instant, bah faudrait voir au moins sa force. Du coup, quand on multiplie mais son volume et donc son poids augmente comme k au cube. Donc le poids croît beaucoup plus vite que la force. Donc, on va juste définir du coup, un humain normal c'est 1m70 pour 70 kg. Donc sa force musculaire elle est équivalente à 1. Donc ça c'est le facteur de référence parce que bah du coup un humain, il a la force d'un humain quoi. OK? Maintenant si on agrandit cet être humain x 19 comme on avait vu tout à l'heure avec le facteur S, et ben en hauteur pour arriver du coup à 33 mètres, son poids augmente comme le volume. On avait calculé tout à l'heure du coup avec le facteur d'échelle linéaire, donc on avait dit 19 au cube qui donne 7314. Ok, là j'ai même pas mis les trucs à virgule pour que ça soit plus simple à comprendre. Mais sa force musculaire ne suit pas le même rythme. Ok, et là c'est là où vous allez voir la mise en pratique de la formule. Donc la force, elle dépend de la section musculaire qui est proportionnelle à la longueur au carré, donc 19 au carré pardon. Donc ça donne 361. Donc là du coup on va multiplier, on va passer directement à la démonstration. Donc on a dit le poids il est multiplié par 7314 par rapport à un humain moyen. Et la force musculaire, du coup, elle est multipliée par 361. Donc, du coup, on regarde le ratio force-poids. Donc, c'est, du coup, on prend la force, donc on a dit multipliée par 361, divisé par 7314. Donc, du coup, par le poids. Ce qui donne 0,048. Il est capable de soulever 0,048 fois son propre poids de corps. Ce qui fait que c'est 20 fois trop faible pour se tenir son propre corps. Donc, le mec peut même pas tenir debout. Alors attendez, je vais juste réallumer ça. Donc voilà. Donc le frérot, il est tellement faible qu'il ne peut même pas tenir debout pour l'instant. Je parle vraiment physiquement, purement physiquement parlant, en utilisant la loi du carré cube. Donc voilà. Et d'ailleurs, les muscles et les tendons, ils ne suivent pas la même croissance que le poids. C'est ça qu'on retrouve justement dans le problème avec la loi du carré cube. Là maintenant où ça va devenir un petit peu plus intéressant, c'est qu'on va devoir calculer. Donc du coup, notre cher ami Adam, pour qu'il puisse tenir un minimum debout, pour l'instant déjà c'est compliqué. Admettons qu'il est... Tu t'es réagrandi, Tony? Non, il y a quelqu'un qui est monté, c'est normal. C'est Après, toi moi, qui je est vais monté, monter. ça. Je te remets en Ok. grand, attends. Et Borchak, juste, je peux t'interrompre un instant? Est-ce que ce serait pas aussi intéressant de donner des exemples, tu vois, dans le règne animal, par exemple, un éléphant qui soulève peu, qui est extrêmement puissant, qui va soulever de gros poids, mais par Bah rapport si, à sa mais masse, c'est ridicule. Bah je vais le faire il y a justement. l'inverse. Ouais, il va Ah, faire voilà, après. quoi. Et, Bah là je vais mais, le faire. Ça tombe très bien parce qu'après je vais le faire lors de la présentation d'un graphique parce qu'on va devoir conclure du coup avec tout ça. Mais là déjà moi ce qui m'intéresse le plus actuellement, c'est que n'oublions pas que comme on a dit pour l'instant il a du mal à tenir debout tellement il est faible notre poteau Adam. Donc en plus de ça on a dit qu'il devait vivre dans le Mésozoïque, donc la période géologique où il y avait les dinosaures. Pour qu'il puisse déjà développer ce genre de taille rocambolesque sur la terre ferme. Et en plus de ça, bah, vu qu'il tient pas debout, il faudrait au moins qu'on le mette en quadrupédie. Donc voilà, ce qui serait plus cohérent, c'est que déjà il marche à quatre pattes, notre pote Adam. Donc voilà. Donc on va imaginer que Adam, c'est un énorme fragile de 512 tonnes qui fait 33 mètres de haut, mais il doit marcher en quadrupédie et il vit pendant le Mésozoïque à la période géologique des dinosaures. Et il a un cœur miraculeux qui peut survivre à des trucs qui surpassent les lois de la physique parce que vas-y, Allah l'a protégé. Donc bon, on essaye de rationaliser en racontant le plus de conneries possible. Mais bon, maintenant du coup ça va être le moment du coup de calculer son besoin énergétique approximatif à notre pote Adam. Ok? Et donc pour ça on va utiliser la loi de Kleiber. Donc du coup, ici, on passe à la démonstration. Donc, si R0 humain est égal, a environ besoin de 2500 calories par jour pour 70 kg, et ben, en utilisant la loi de Kleiber, donc le métabolisme qui est proportionnel au ratio masse exponent 0,75. Donc ça, c'est la loi de Kleiber, c'est la formule. Ok. Donc du coup, on a dit ratio masse, on l'avait tout à l'heure, c'est 7314,676. On l'a vu, on l'a revu. Donc du coup, voilà, pour ceux qui veulent la référence, on l'a calculé. Juste ici. Donc voilà. En appliquant du coup cette formule. Donc du coup je reviens. Donc on a le ratio. Attends, excuse-moi. Ouais voilà. Donc on a le ratio de masse qui est 7314,676.
exponent 0,75, qui nous donne 790,945. Donc du coup, comment on fait? On calcule du coup le besoin calorique journalier d'un humain moyen de 70 kilos fois justement fois le ratio masse exponent 0,75 de notre géant de 33 mètres. Ce qui nous donne 1 977 362 calories par jour pour notre Attends, géant vas-y. Adam. Combien? 1 million combien? 1 À peu près 977 362 Ouais, calories. 2 millions quoi. Donc 2 millions. Environ 2 millions de calories par jour. On va calculer en kilos de riz. Attends. Attends, bah justement, moi j'ai un animal qu'il faudrait qu'il se nourrisse chaque jour pour pouvoir avoir ce besoin calorique journalier. Vas-y, Bah moi je notre le fais cher en ami kilos de riz. Adam, moi. notre cher ami Adam de 33 mètres, il faudrait qu'il se nourrisse de 1 ankylosaure par jour. 1 ankylosaure. Si vous voulez avoir 2 millions de calories, c'est ce truc-là. Là, il a pas l'air très gentil, lui. Il a pas l'air d'être très sympa et je pense pas qu'il va se laisser faire. Mais il a Voilà. l'air très Donc bon. un ankylosaure qui peut peser jusqu'à 8000 kilos et qui fait jusqu'à 6 mètres de long, ok, avec cette queue là en marteau là qui doit faire très très mal pour notre géant fragile quadrupède de 33 mètres qui doit marcher doucement pour éviter de se péter les os. Donc voilà. Super bon avec des petits points en plus, l'ankylosaure. Ouais, bah du coup voilà notre géant de 33 mètres extrêmement fragile, en plus d'avoir un système cardiovasculaire qui surpasse les lois de la physique parce que vas-y, on a vu que c'était pas possible. Et qui est quadrupède, qui vit, je précise, pendant le Mésozoïque, donc la période géologique des dinosaures, et qui est très fragile, bah du coup pour l'instant, vous allez me dire, c'est compliqué là pour qu'il vive, parce que là il va devoir se nourrir, donc chasser une fois par jour des ankylosaures, les bouffer en entier pour pouvoir survivre. Bon, mais du coup, là encore une fois, on était face au cas du coup de la résistance de ses os et de ses tendons. On est d'accord. On s'est dit ouais, c'est un petit peu compliqué pour l'instant parce qu'on connaît actuellement absolument aucun matériau biologique capable de résister justement à un poids aussi énorme. Parce que le bouc, quand même, il faut préciser, il pèse 512 tonnes et il fait 33 mètres. Actuellement, on ne connaît absolument aucun matériau biologique. Donc même si tu prends l'ossement le plus solide que l'on connaisse actuellement et que tu le mets sur ton géant, même en étant parfaitement statique, il se briserait. Donc voilà. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un cas théorique. J'ai pris l'un des os les plus solides que l'on connaisse dans le règne animal, donc un fémur de rhinocéros. Donc du coup, voilà. J'ai la capacité de compression d'un fémur de rhinocéros qui est de... Attends, ça m'a remis en petit. Vous pouvez me remettre Ah en avant, pardon, s'il vous plaît. excuse-moi, Porcher. Ouais. Vas-y. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, voilà. Donc du coup, on va prendre la capacité de compression du fémur de rhinocéros, qui est l'un des os les plus solides que l'on connaisse dans le règne animal, qui est de 3 4148 newtons. Ok? Et bah du coup, ce qu'on va faire pour ce cas théorique, vu que bon, même si on met ça sur notre géant Adam, bah il va pas résister, bah on va multiplier sa résistance fois 2. Donc la capacité de compression d'un os de Adam, c'est 2 fois plus solide que la capacité de compression d'un fémur de rhinocéros, qui est le matériau le plus solide, l'un des plus solides que l'on connaisse dans le règne animal. Donc du coup, on multiplie par 2, ça fait une résistance de 6 8296 newtons. Et donc là, du coup, comme on a dit, il est quadrupède, donc il marche à 4 pattes pour éviter de se briser sur ses 2 jambes, parce que bon, il tiendra pas debout, notre frérot. Donc du coup, bah on va répartir la charge de poids par jambe par 4. Donc voilà, charge par jambe, 6 poids répartis sur 4 membres. Ce qui nous donne, du coup, tu divises par 4, 1 255 680 newtons. Donc le facteur de sécurité, comment on l'obtient? On l'obtient en prenant du coup sa capacité divisé par la charge par jambe. Donc la capacité, on a dit 6 millions de newtons, divisé par 1 255 000. Ce qui nous donne du coup 4,78 en facteur de sécurité. Félicitations! J'ai réussi à rendre notre cher ami Adam un minimum résistant avec ces os-là, qui n'existent pas dans le règne animal, qui n'existent pas dans la nature, mais bon, tranquille, on l'a inventé pour essayer de rationaliser. Parce que notre but, c'est que notre cher pote Adam puisse, au moins dans un monde possible, exister. Voilà. C'est vraiment, j'essaye de rationaliser le plus possible. Mais donc vous allez me dire, il est où le problème avec 4,78? Il s'avère que si c'était à 0, je ne sais combien, et ben les os ne tiendraient pas. Si c'est un 0, ça ne tient pas. Si ça dépasse les 1, c'est que du coup, les os pourraient résister. Mais ça, c'est seulement et uniquement dans le cas théorique où c'est une compression statique. C'est-à-dire que si là, effectivement, avec ce facteur de sécurité, ça signifie que si on se limite à la compression statique, les os pourraient théoriquement tenir, effectivement. Par contre, je tiens à préciser que les flexions et les extensions,
ils imposent des forces bien plus importantes que la compression statique. Ok. Et ces forces, elles sont proportionnelles au poids fois la longueur du membre. Et donc, dans ce cas de figure, j'ai calculé le facteur de sécurité minimal qu'il faudrait si on inclut la flexion et l'extension, et c'est de 12,51. Ça veut dire que si vous voulez que notre poteau Adam il puisse un minimum se déplacer sans se briser les os tel un capla, eh ben, il faudrait qu'il ait un facteur de sécurité de 12,51. Donc pour l'instant, là, la seule chose qu'il peut faire, c'est se tenir à quatre pattes sans bouger avec ce facteur de sécurité assez bas. Donc bon, donc il faudrait aussi prendre en compte aussi que depuis le début, je parle de ces os, en fait, la résistance des os. Parce que du coup, la force musculaire et la résistance tendineuse ne suivent absolument pas les mêmes lois que les os. Ça veut dire que même en étant parfaitement statique, bah, tous ces tendons se déchirent tout simplement. Et ces muscles aussi. Putain, c'est compliqué là. Là, pour le coup, c'est vraiment compliqué. Moi, j'ai Du une coup, Bravo, comment on Pascal. pourrait faire là? Eh Vraiment ben, bravo. Sérieux? ouais. Putain. Et du coup, pour l'instant, c'est très très compliqué, mais vas-y, on va faire un petit graphique pour conclure de Attends, tout ce blabla. juste avant, par jour, il faudrait qu'il mange 133 kilos de riz cuit. 133 kilos? Ouais, de riz Non. cuit. Bah si. Ok. Ok, attends, de riz C'est- cuit. c'est- C'est pas Ouais, énorme. ouais, attends, Ouais. il fait que 30 mètres, hein. Ouais, bon. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais bon. Ouais, ok. Bah, Bref, je revérifierai, du mais ouais, je crois que c'est ça. Ouais, et du coup, là, si on prend un graphique comparatif, donc un humain et ton géant hypothétique avec une limite biologique maximale, ça veut dire ici, là, dans mon graphique, j'ai mis l'humain, du coup, 1,70 m, le géant de 33 mètres, notre poteau Adam, et aussi la limite biologique de référence. C'est-à-dire que là, le truc que vous allez voir en vert, c'est les records du monde que l'on peut retrouver dans la nature. Ok? Et là, du coup, en bleu, bah, du coup, c'est notre ami Adam. Donc, pour la masse, la masse moyenne chez un être humain, c'est de 70 kilos. Et la plus haute masse que l'on peut retrouver en termes de limite biologique dans le monde animal, c'est de 200 tonnes. Ça, c'est dans le cas où la baleine bleue, elle a mangé beaucoup de Kinder Bueno et de tacos. Actuellement, les baleines bleues les plus lourdes que l'on connaisse, elles pèsent 180 tonnes. Mais théoriquement, Ouais, elles pourraient atteindre les 200 comme un tonnes. noun. Comme un noun. Ouais, mais là, Sur du coup... lequel la Terre est posée. Ouais, mais attends. Et du coup, là, le problème, c'est que bah, la limite biologique de référence, même si j'ai abusé, bah, il s'avère qu'on l'a dépassé fois 2,5. Donc il faudrait 2,5 fois plus la limite biologique pour avoir la masse de notre pote Adam. Pour l'instant, c'est compliqué. En termes de pression hydrostatique, du coup, la pression hydrostatique d'un humain moyen, c'est de 0,12 à 0,17 maximum en termes d'ATM. Ok, donc c'est par rapport à la pression hydrostatique, donc du pompage du cœur, enfin du sang du cœur jusqu'au cerveau. Et ici, on a du coup la limite biologique de référence, donc le record dans le règne animal que l'on retrouve chez la girafe, qui a l'un des systèmes cardiovasculaires les plus développés et qui a un cœur qui pèse 11 kilos et elle fait maximum 6 mètres de haut. Bah, elle a le record en termes de pression hydrostatique. Bah là, notre géant de 33 mètres, il l'a dépassé x2. Voilà, donc 0,90 ATM. Donc pour l'instant, c'est vraiment très compliqué. Mais bon, on a dit il y a des miracles. Maintenant, le besoin énergétique en termes de calories. Donc du coup, pour un humain moyen, c'est 2500 calories. Pour la baleine bleue, encore une fois, elle a encore un record en termes de calories. Elle peut manger jusqu'à 1 million à 1 million 300 000 calories par jour. Voilà, parfois ça peut être un petit peu plus, mais généralement c'est ça du coup pour une baleine bleue. Donc la limite hydrostatique, elle est à 1 million 300 000. Pour notre géant Adam, on est à 2 millions. Et là, du coup, en termes de capacité de force musculaire et tendineuse, on va reprendre du coup le facteur de référence qu'on avait pris tout à l'heure. Donc 1, ça représente un humain moyen. Et ici, j'ai mis 100 en termes de limite biologique. Donc du coup, vous allez me dire pourquoi. C'est-à-dire que actuellement, chez les vertébrés, donc par exemple chez les mammifères les plus forts que l'on connaisse, ça peut être de 2 à 15 fois, jusqu'à même 20 fois la force d'un humain normal. Mais si on prend par exemple les insectes, qui eux peuvent soulever plusieurs fois leur propre poids de corps, par exemple il y a des scarabées, le scarabée rhinocéros qui peut soulever jusqu'à 85 fois son propre poids de corps, du coup j'ai mis une limite assez généreuse en termes de limite biologique de référence à 100, ok. Et bah le géant de 33 mètres c'est 360 fois la force d'un humain moyen. Et tout ça pour que au final, il peut soulever que 0,048 fois son propre poids de corps. Donc un géant de 33 mètres qui pèse 512 tonnes, qui a besoin de 2 millions de calories par jour, qui est dans la période géologique du Mésozoïque et qui se nourrit d'ankylosaures chaque jour et qui est extrêmement fragile avec un système cardiovasculaire surnaturel et le mec s'il marche genre tout doucement il se pète tous ses os.
C'est l'équivalent, si vous voulez, d'un humain normal qui veut prendre un verre d'eau et qui se pète le poignet, le coude, se disloque l'épaule et se casse tous les os du doigt. Donc voilà. Donc voilà notre géant théorique. Si on surpasse les lois de la physique, bah malgré tout, il n'existerait pas. Parce que sur tous les angles possibles et Bravo. imaginables, ce serait pas possible. Bravo. Et j'ai Vraiment pas bravo. fini. Attendez, Attends, j'ai juste pas fini. une tonne 3 de riz cuit. Je me suis trompé, j'ai oublié un zéro. Je suis désolé. Une Ah tonne ok, je me 3 suis dit c'est bizarre. de riz Ok. cuit. Riz Ok, long une grain tonne blanc. Donc voilà. Et donc pour conclure, faut aussi préciser que j'ai pas précisé aussi le fait qu'on est censé venir d'argile, donc une matière inerte qui contient de l'aluminium, donc du coup qui est défavorable à la production, on va dire, d'organismes. Limite, ils auraient dit l'humain il vient du charbon. Allez, peut-être le carbone c'est favorable justement pour la production des organismes. Donc là, pour l'instant, il est censé venir d'argile, donc encore une fois c'est compliqué. Aussi, il est censé se reproduire avec Ève et l'humanité est censée se propager par inceste. Et que ces géants n'ont fait que de rétrécir au fur et à mesure du temps. Donc pour l'instant, c'est compliqué parce que pour que l'humanité descende d'inceste, enfin c'est juste pas possible. Étant donné qu'au bout de la 4e ou la 5e génération, la 5e génération sera totalement stérile. Voilà. Donc en plus du fait qu'il y aurait que des humains complètement dégénérés, avec un cerveau totalement dysfonctionnel et avec énormément de problèmes au niveau de leur corps, la 5e génération, dans ce cas de figure, elle serait totalement stérile. Donc sur tous les angles possibles et imaginables, d'un point de vue biologique, d'un point de vue biomécanique, d'un point de vue anatomique, d'un point de vue physique, physiologique, génétique et chronologique, c'est complètement impossible que notre poteau puisse exister. J'en conclus donc que cette description-là a été faite par un être humain du 7e siècle et que ça contredit totalement toutes nos connaissances sur le modèle de la théorie synthétique de l'évolution qui, là, au contraire de ces conneries-là, on peut le prouver, l'observer, le démontrer, le reproduire et cette connaissance-là nous permet de prédire des résultats avec une précision hors norme. Donc, j'en conclus que, du coup, arrêtez de croire à ces conneries. Et puis, voilà. Merci Ouais, beaucoup. Il y a une Bravo, question Borchak. pour... Vraiment, question envoyez, pour toi, Borchak. envoyez des dons à Borchak, abonnez-vous à Borchak. أشهد Ouais, أشهد Borchak, il y a une أن question pour toi. Vas-y, ferme ton mic. En fait, tu vois, là, tu nous as parlé de la limite hydrostatique, la Oui. charge de poids pour les deux jambes, tu as dit 6 millions à peu près de newtons, Mhm. les ankylosaures. Mais tu vois, il y a la rupture des habitudes par rapport à là, tu vois. Et je pense que la question, c'est surtout que Adam, en fait, il n'avait pas faim, tu vois. Et il subit pas forcément la gravité. Et Ouais. ses os, ils sont hyper solides, tu vois. Ses os, ils sont très, très solides. Et aujourd'hui, nous, on n'a pas la connaissance de toutes ces choses-là. Tu sais Sachant ce que que ça tu as pose comme parlé, problème. sachant que tu as parlé de la baleine, mais Yunus, Jonas, il était dans la baleine, il a survécu. Donc tout ça, moi je te dis, Allah, il fait ce qu'il veut. Donc voilà, c'était la question qui était posée. Bah voilà. justement, je vais te dire où est le problème dans cette histoire. Dans cette histoire, c'est qu'en fait, on a un modèle, en fait, le modèle de la théorie synthétique de l'évolution, qui explique extrêmement bien justement les origines, si tu veux, de l'humanité. C'est-à-dire l'histoire de l'humain, on la connaît via la théorie synthétique de l'évolution, avec une quinzaine de méthodologies différentes. Et actuellement, par sa connaissance-là, on peut encore observer de notre vivant des évolutions. J'ai énormément d'espèces dont on a vu le processus évolutif qui respecte toutes les définitions, où on l'a observé, on a même réussi à la reproduire en laboratoire, et aussi cette connaissance-là nous permet de prédire des résultats. Donc on a un modèle extrêmement solide qui prouve, démontre, explique, reproduit et prédit des résultats, qui est la théorie synthétique de l'évolution. Et là, tu as un modèle qui est écrit par des bédouins du 7e siècle qui t'affirme une affirmation qui contredit tout ce que l'on connaît actuellement sur le monde du vivant, en te balançant des informations complètement rocambolesques. Et en fait, moi, ce que je demande, en fait, c'est les gens, c'est soyez un minimum rationnel. C'est-à-dire que là, tu as un modèle qui, tellement il est puissant, il permet de prédire des résultats et par sa connaissance, on arrive à reproduire justement ces mêmes résultats-là en laboratoire des millions de fois. Et là, tu as ce modèle-là qui nous explique rien, c'est-à-dire que personne n'est capable actuellement en 2025 de le démontrer ou de l'observer, tu vois. Ce genre de choses. Et on n'a aucune preuve archéologique, on n'a rien. Le problème, c'est que ça contredit toutes nos connaissances. Il y C'est-à-dire a pas de que le prédiction. cas possible où il pourrait exister, entre guillemets, c'est juste, en fait, faudrait qu'on soit dans Dragon Ball, en fait. Faut briser Ok. toutes les lois que l'on connaisse. Parce que le problème, fait- c'est que ça, c'est censé décrire l'histoire de l'humanité. Ok, En fait, ben, j'avoue, moi là, du coup, ben, j'ai plus d'arguments. S'il y a un croyant qui veut monter, voilà, moi j'ai essayé. Non, mais je peux Ça va réfuter finir sur Borchak. YouTube, Borchak. Ça va finir sur YouTube, ça, bravo. Ouais, mais je peux réfuter Borchak en fait.
En fait, t'as Ouais. oublié le point principal il y a une hypothèse que t'as oubliée. C'est que Adam était un mammifère marin, et en fait, justement, en fait, ça rentre totalement dans la théorie de l'évolution, et donc du coup, c'est un miracle. T'as vraiment rien compris. J'aimerais bien que quelqu'un monte Ah ouais, débunker sympa, ça là. en vrai. Et du Ah coup, bah moi ça c'est fait avec grand effectivement plaisir. Hein. 1 tonne 3 de riz cuit, mais ça fait aussi 1 tonne 3 de poulet, de blanc de poulet. Ça fait Un ankylosautre par jour. Un ouais, ankylosautre cuit. Enfin un 1 ankylosautre cru, kilo, pardon. c'est ça, 1,05 kg de saumon, de pavé de saumon. En gros, en gros, 1 tonne Borchka, 0,5. Borchka, Ah, bravo, l'argument, c'est Borchak. de dire, voilà, ok, je prends votre discours, je le mets dans notre, comment dire, dans notre paradigme, et après, bah voilà, je démontre que dans notre paradigme, ça fonctionne pas. Après, si Bah, il y a aucune non, raison non, je suis d'entrer pas dans d'accord, c'est le. pas ça. En fait, regarde, la description là qui est faite, c'est une description dans le monde matériel. Et elle concerne un cas précis, c'est-à-dire l'histoire de l'être humain et ses origines. Le problème, c'est que la science actuellement, elle arrive à l'expliquer très 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 bien par la Je suis connaissance d'accord justement de avec la toi, mais théorie c'est synthétique de facile. l'évolution. L'argument d'irréfutabilité, tu peux rien en faire, hein, tu sais. Non, de quoi? L'argument d'irréfutabilité, tu ne peux pas le démonter par des preuves scientifiques. Non, mais justement, parce que là, c'est une description d'un monde matériel. Sauf que là, ce qui est décrit, ça transgresse absolument toutes les lois que l'on connaisse, et en fait, ça décrit l'humain. C'est-à-dire, regarde, c'est un modèle complètement opposé à celui qui est prouvé, démontré, reproduit et observé. C'est En ça. fait, on te dit qu'on descend d'inceste par un géant de 33 mètres avec une femme qui est sortie de sa côte, fait d'argile, et que ces géants n'ont fait que de rétrécir au fur et à mesure du temps. Et ce modèle, L'être c'est le qui a fait strict ça, il contraire est de ce que capable l'on de peut tout, observer. Marco. Oui, mais à Je suis l'inverse, ce d'accord, que hein. tu oublies à chaque Mais moi, fois, je suis ce que tu oublies à d'accord, hein. chaque fois, c'est que c'est pas la personne qu'on veut convaincre, c'est le public. Et en fait, on propose deux choses, Bah, et tu montres dans un cas que ça ne prédit rien, c'est basé sur rien et tout est faux. Et Borchtek, il l'a bien fait là, et c'est ce que je vais faire avec mon calcul demain, mais c'est qu'on montre des prémices, on fait des calculs qui sont justes, on fait des prédictions et on peut les revérifier. C'est juste ça. Au bout d'un moment, si les personnes dans le public sont pas convaincus par une alternative où ils peuvent comprendre tous les échelons. Bon, là, Borchka, il a expliqué des choses relativement compliquées. Il faut réécouter la vidéo pour ceux qui sont vraiment allergiques aux maths. Mais Borchka, il a rien caché. Il n'y a aucune zone de flou. Au bout d'un moment, si les personnes qui regardent, elles sont convaincues par du vent et pas convaincues par Borchak, bah, il y a un moment, oui, on peut plus rien tu peux faire. pas convaincre quelqu'un avec des Sur preuves. la bouffe, sur la bouffe, c'est quoi le calcul? J'ai. Bah, tu prends 2 Tu millions veux de la calories. formule? Ouais, la formule. La loi de Kleiber, du coup, si tu veux, c'est... bah du coup, en fait, regarde, je vais la réafficher. Que t'es passé un peu vite dessus, t'as juste dit que c'était la loi. Oui, j'ai pas trop détaillé. En fait, c'est quoi la loi de Kleiber? En fait, c'est vrai que celle-là, c'est le calcul que j'ai le moins détaillé, justement, parce que je connais de tête, moi, C'est chiant. vu que j'étais en BPGEPS. Non, L'année parce que pour dernière... le coup, sur ce résultat-là, je suis pas sûr d'être d'accord. Sur tout le reste, oui. Sur celui-là, bah, ça Ok. dépend, je voudrais voir la formule. Tu trouverais Ok, plus ok. ou moins, toi, Bah, tu peux Maxime, me mettre en grand, parce que, en fait, Ah oui, pardon. sur ce cas-là, je me suis inspiré aussi un petit peu de ce que j'avais pris en cours. J'ai repris la formule que j'avais en cours l'année dernière. Pour Enfin, moi, il y a- c'est il y a une 2 ans. à calculer parce que il faut compter le fait que dans ton corps, tu vas avoir des organes qui vont consommer en fonction de ta taille au cube Ah, bah oui, bien et sûr. une surface d'échange pour maintenir ta température qui, elle, Ah est oui. fonction du carré. Et donc, du coup, c'est pour ça que Ça serait plus grand que ça, normalement? Ah, ce je serait sais pas, beaucoup mais plus par grand. rapport- Ah, ce serait plus grand. Ok, Oui. parce que en moi- fait, moi, t'as un ce que j'ai polygraphier, t'as pas juste, tu vois, c'est Oui, pas oui. une formule simple. je suis d'accord, parce que là, pour le coup, c'est un cas théorique projeté avec un humain moyen. Je tiens à préciser. Pour le coup, ça, c'est vrai que j'ai pas pris ça en compte. Il faudrait que je rajoute ça. Mais effectivement, si on prend ça en compte, ce serait beaucoup plus que 2 millions de calories. Effectivement, Oui, oui. parce que regarde, là, ce que j'ai fait, c'est que du coup, bah, t'as le ratio masse qu'on a calculé tout à l'heure, avec avec la loi du carré cube et le facteur d'échelle linéaire. Et ça, du coup, c'est exponent, parce que la formule, c'est le métabolisme, enfin, qui est proportionnel au ratio masse exponent 0,75. Donc du coup, tu prends ça, du coup, le ratio masse, et ça nous fait 790. Et du coup, le besoin calorique, on prend du coup le besoin calorique journalier d'un humain moyen de 70 kilos fois 790. Et donc du coup, ça nous donne ça. Mais effectivement, j'ai pas pris en compte le fait que Moi. bah, du coup, ça consomme plus. Non, moi. Je pense Hein, pas, Parce que Maxime. là, il te donne des valeurs qui considèrent la peau
Sauf que la peau, elle évolue pas en fonction du cube, alors que le poids évolue en fonction du cube. Ok, La peau, elle évolue en fonction du carré. Donc ça donnerait un peu moins que ça. d'accord. Ok, bon, si ça serait un peu Ah non, moins, pourquoi? Mais pour le non, coup, ça mais va. non. Tu dois Bah oui, j'avoue, rajouter. moi je comprends pas parce que, en fait, En fait, Mais non. bah oui, là, il considère que tes apports quotidiens évoluent en fonction de ta masse, donc du cube de la hauteur. Ça, c'est vrai, ça. Et à Non, ça, c'est tu pas dois vrai. rajouter les. Bah si. Non, c'est pas Plus vrai. t'as de muscles, plus tu consommes. Bien sûr que si. Enfin, c'est vrai en première approximation, sauf que t'as une deuxième. Enfin, c'est pas Ouais. juste ax cube, c'est ax cube plus bx carré. Bah oui. Et le b, Plus. il est pas tout petit. Le b, il est pas tout petit. Et plus, Maxime. Oui, sauf que là, la loi en question, tout a été mis sur le cube. C'est une approximation. Les mecs ont fait une régression linéaire en fonction d'un adulte moyen pour tout mettre sur le A. ok, j'ai compris. Alors qu'en fait, la vraie formule, genre, quand t'es en train de dormir, tu fais aucun effort. Par contre, tu consommes de l'énergie pour maintenir ton corps à 37 degrés. Alors, en vrai, quand tu dors, il baisse un peu. Enfin, voilà, il y a... Mais tu vois l'idée, si tu restes assis sur ta chaise en train de geeker, ton corps va consommer de l'énergie juste pour se maintenir à 37 degrés. Et cette énergie-là, en vrai, elle est grosse, elle est pas petite. Et elle dépend du carré, elle dépend de la surface de ta peau. Et la surface de ta peau, elle dépend du carré de ta hauteur. Elle dépend pas du cube de ta hauteur, elle dépend pas de ta masse. Ah, je suis d'accord, moi, avec ça. Ok. Mais je te dis que ça, c'est Mais énorme. du coup, Bah, ce qu'il faudrait faire sur cette loi-là, si tu veux étudier autre chose que des humains entre 1m50 et 2 mètres, où tu considères que ce truc-là fait peu de différence, mais si Mhm. tu veux aller du bébé jusqu'à un Adam de 30 mètres, il te faut une formule avec à la fois la masse et la hauteur, pour Ok. avoir le carré et le cube. Ok, Et du ok. coup, comme ils Ah, ont ça, fait l'approximation en mettant tout sur le cube, bah là, tu évolues trop vite sur un coefficient qui est peut-être plus petit, mais t'évolues trop vite, quoi. Donc du coup, ce serait un peu moins. je sais Mais pas. en fait, parce que justement, dans la loi de Clé, ouais, pour le coup, c'est vrai. Mais en fait, c'est juste que pour le coup, c'est vrai que j'ai peut-être pas un petit peu assez détaillé par rapport à ça, mais il faudrait que je le rajoute, du coup. Ouais, du coup, tout est faux. Non, pas tout, juste ce Non, non, truc-là, je pense que mais c'est surtout sur cette je partie-là, pense parce que que là, cette pour le loi-là, coup, elle j'ai s'applique fait. pas, ouais. Oui, voilà, Bah, j'ai juste en fait projeté sur du coup pour un humain de 70 kilos. Maintenant, après, pour le Mais reste. c'est pas grave, parce que tu sais, les vous échanges savez de chaleur, il n'arriverait pas à réguler sa température aussi, hein. Et puis il y a plein de phénomènes aussi que tu peux mais pas prendre en compte, mais par exemple, le justement, fait. c'est cette régule de température. C'est quand Ah vous oui, prenez un bébé, en fait, le fait que le bébé soit plus petit, donc il a moins de masse. Par contre, en fait, l'idée c'est que le cube prend plus, enfin, le coefficient sur le cube va prendre plus de place sur le coefficient du carré. Donc vous prenez un bébé, vous le mettez dans l'eau. Enfin, faites pas ça, hein, mais quand vous le faites pour la piscine, par exemple, le bébé il se refroidit beaucoup plus vite parce que son rapport entre sa surface d'échange et sa quantité de chaleur qu'il contient, il est pas, c'est pas le même que celui de l'humain, quoi. Lui, il a plus de surface d'échange par rapport à la quantité de chaleur qu'il contient, donc il galère c'est à le maintenir principe sa d'un radiateur en température. fait, hein. C'est le principe d'un radiateur. On veut augmenter la surface pour dissiper le plus de chaleur possible. Exactement. Et donc là, cette fois-ci, bah, pour un Adam de 30 mètres, sa quantité de chaleur, elle évolue avec le cube, donc sa quantité de masse et compagnie, de muscles à faire bouger, ça évolue avec le cube, mais son échange thermique avec l'extérieur n'évolue qu'avec le carré. Et je pense que Ouais. bah, ça, dans la formule que tu as donnée, ils en prennent pas compte. Donc du coup, Ah ouais. il aurait besoin d'un Et peu moins. il y a aussi des effets de capillarité dans les poumons et tout. Il y a plein de trucs qui iraient pas si on va vraiment dans le détail. Chimiquement, sur 30 mètres, il Oui, y a plein oui. de trucs qui se passeraient pas pareil, hein. C'est Bah, catastrophique à justement, tous c'est les ce que niveaux. j'ai expliqué pour la pression hydrostatique. Ouais, ouais, c'est très Pour bien le ce que coup, tu as fait oui. d'avoir été de l'eau. Salut, Merci salut. d'avoir attendu. Salut. En fait, j'aurais une question pour Bourchkak. En fait, là, la démonstration que tu viens de faire et tout, Mhm. ma question c'était, tu vois, les résultats que tu as parlé, et ainsi de suite. Est-ce que tu dis que c'est physiquement impossible qu'un organisme pourrait justement survivre avec tous ces résultats que tu as calculés? Ou est-ce que tu voudrais dire plutôt que, genre quand je dis physiquement impossible, dans le sens où les lois de la physique ne le permettent tout simplement pas. On peut même pas, dans aucun contexte, est-ce que cet être-là peut exister? Ou est-ce que tu es en train de dire qu'avec les connaissances qu'on a en ce moment de la biologie, un être pareil est impossible? Alors, je vais te répondre. Justement, il s'avère que là, ce que j'ai essayé de faire, j'ai pas essayé de prouver l'impossibilité. Au contraire,
j'ai essayé de rationaliser le plus possible, c'est-à-dire en prenant les lois de la physique et nos connaissances sur le monde du vivant, les matériaux biologiques les plus solides. C'est ce que j'ai fait au contraire. Prendre en compte les caractéristiques, par exemple, chronologiques qui feraient que ce genre de gigantisme pourrait se développer en le plaçant, par exemple, dans la période géologique du Mésozoïque. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de choses complètement farfelues, mais j'essaye de partir du principe que, allez, c'est possible si je me mets sur cet angle. C'est-à-dire que mon objectif, là, dans cette démonstration, c'est d'avoir au moins un cas possible dans lequel il pourrait exister. Okay. Et c'est ce que j'ai fait. Le problème, c'est quand tu calcules justement déjà sa résistance physique, son poids, sa taille, le fait qu'il doit être en quadrupédie parce que du coup sur deux jambes c'est impossible qu'il tienne, il faudrait qu'il soit à quatre pattes, le fait qu'il doit vivre pendant la période géologique du Mésozoïque, le fait qu'il soit aussi faible, c'est-à-dire qu'il peut soulever que 0,048 fois son propre poids de corps. En fait tout ça c'est essayer de trouver une explication, se dire hey, dans quel cas de figure ce serait possible. Et quand tu sais qu'il doit manger un peu moins d'un ankylosautre par jour, en étant aussi fragile, déjà tu te dis qu'il y a un problème. Deuxième chose, sa capacité hydrostatique, même dans un cas en fait, le seul cas possible, comme je t'ai dit, du coup, où je suis passé à l'étape suivante, déjà juste à partir de la différence hydrostatique, il n'est pas censé vivre, en fait, il est censé exploser le frérot. En fait, ses vaisseaux capillaires sanguins et ses organes, ils éclateraient. Mais j'ai imaginé un cas théorique où, vas-y, il y a quelque chose qui nous échappe, et peut-être qu'il a réussi à développer quelque chose que l'on ne connaît pas, qui nous surpasse, qui fait que ce serait possible. Mais le problème, c'est que même en essayant de tordre le plus possible les lois de la physique, d'essayer de faire des impossibilités biomécaniques, anatomiques, physiques et physiologiques, pour essayer de le rationaliser en imaginant, vas-y, des formes de miracles, de je ne sais quoi, en fait, tu te rends compte qu'il y a toujours un problème. Donc en fait, ma démonstration, c'était le but de rationaliser, on va dire, un maximum. Le problème, c'est que tu tombes sur des impossibilités sur tous les angles possibles et imaginables. Donc en fait, il y a toujours quelque chose qui fait que c'est impossible. Tu vois. En fait, c'est simplement ça. Moi, mon but, c'était pas de démontrer l'impossibilité, c'est de démontrer que même en rationalisant, il y a toujours un truc qui fait que ça ne colle pas du tout et que c'est pas possible, en fait. Donc ton C'est-à-dire but que était de ça serait démontrer possible dans un l'impossibilité. manga, si tu veux. Ouais, mais j'ai pas compris parce que là tu m'as dit ton but c'était pas de montrer l'impossibilité, mais ensuite dans ta démonstration tu as illustré que c'était impossible sur tous les fronts. Donc je Ouais, vois c'est pas ça. trop. En fait, il est parti avec une honnêteté Ok, intellectuelle. le postulat que c'était possible, puis ensuite il a vu que Voilà. c'était impossible. Bon, C'est ça. d'accord. Il est arrivé à une contradiction. Ouais, c'est ça. On aurait pu faire la même Ok. chose avec un. Bah, c'est ce qui nous a permis, par exemple, de comprendre pourquoi les insectes étaient beaucoup plus gros à une époque préhistorique, par exemple. Il a fallu qu'on Oui, l'explique bien sûr. ça. Et du coup, est-ce que c'est possible? Nanana, nanana. Est-ce que c'est corrélé avec ce qu'on voit? Nanana, nanana, et voilà. Donc en fait, cette démarche, on la prend pour ce genre d'affirmation, et ça permet justement d'avoir une ressource. Après, il est vrai que dans un débat en soi, c'est une ressource, c'est pas réellement une preuve. On l'a fait, quoi. Oui. Mais c'est ça justement parce que selon moi, la démonstration que tu as fait Bourchkak, moi je la trouve pertinente. Je pense que c'est un argument qui semble fort, mais il y a une différence entre un argument qui est fort et un argument qui est convaincant. Dans le Ok. sens où Attends, regarde. Bah C'est pas un justement, argument, là, ce qu'il a fait, lui. Hein. moi, voilà, justement. Attends, laisse Moi, répondre si tu Bartek. veux, Vas-y, Bartek. moi, justement, l'argument, dans le cadre d'un débat dans ce cas de figure, moi, je défendrai et je prouverai et je démontrerai et je sourcerai tout ce qui nous permet de justement prouver la théorie synthétique de l'évolution, que l'on observe, c'est-à-dire qu'on l'observe et on la reproduit en laboratoire chaque jour. Et les définitions que l'on a de la théorie synthétique de l'évolution, juste par exemple sur les principes de base, mais vraiment les choses les plus simples, sans rentrer dans la paléoanthropologie, ce genre de choses, ou dans l'étude complexe de la génomique, juste sur les définitions de base que tu peux apprendre en cinquième. Avec ces définitions-là, tu peux l'observer. C'est-à-dire que tu as au moins une quinzaine d'espèces que je peux te donner dans le règne animal où naturellement il y a eu des évolutions dans lesquelles on y a assisté durant notre vivant. Là, ce cas de figure-là qui est donné, donc le modèle de la genèse islamique, il s'avère qu'il contredit totalement notre connaissance du monde du vivant. C'est-à-dire que là, on a une réalité observable, démontrable, reproductible, avec cette connaissance, on arrive à prédire des résultats. Et là, tu as un modèle qui sort de nulle part, écrit à 1400 ans, qui te dit un truc complètement rien à voir. Complètement rien à voir. Et en plus de ça, les données qu'il donne, enfin, les informations qui sont données,
propose, en fait, c'est à un moment, tu vas réfléchir logiquement, tu vas te poser, tu vas te dire, attends, là, tu as un modèle qui prouve, démontre, observe, est reproductible et qui nous permet de prédire des résultats. Et là, tu as un modèle qui te dit qu'on est fait d'argile, qu'on était des géants de 33 mètres, descendants d'inceste, et que ces géants n'ont fait que n'ont fait que de rétrécir au fur et à mesure du temps. C'est une affirmation où il faudrait le démontrer. Qui est capable actuellement, je mets au défi n'importe qui, regardez, il y a une petite place ici, je vous mets au défi de me démontrer la possibilité ou au moins ne serait-ce qu'une seule preuve ou une observation ou par quelconque moyen ou par quelconque méthodologie, me prouver que c'est possible, ce modèle. Et si tu n'arrives pas à montrer la possibilité de ce modèle et que tu vas danser, que tu vas partir sur de la métaphysique qui sert à rien du tout, dont on en a strictement rien à secouer, bah moi par contre, je suis en capacité de démontrer que ton modèle, même si on essaye de le reproduire dans notre monde réel, et bah on tomberait sur des centaines d'impossibilités qui voudraient dire que sur tous les angles possibles et imaginables, bah c'est impossible. Voilà. Mais Nickel. qu'est-ce que tu veux dire exactement par reproduire? Parce que tu as dit... Ouais, qu'est-ce que tu veux dire exactement par reproduire? De quoi, par exemple, pour la théorie synthétique de l'évolution? Mais justement, parce que moi, quand Oui. j'avais pris mon cours d'évolution à l'université, l'une des critiques, justement, de la théorie de l'évolution, qui était faite, par Mhm. exemple, par les créationnistes et ainsi de suite, c'est justement que l'évolution n'est pas reproduite en laboratoire. C'est faux. Bah, c'est faux. C'est faux. Bravo. C'est ceux qui t'ont dit ça, je sais pas, t'es dans quel pays si Mais est-ce que t'es... tu pourrais... Donne-moi un exemple Sur des Parfait. colonies de processus bactéries, évolutif. des mouches Parfait. drosophiles. Voilà, des colonies de bactéries, c'est très rapide parce qu'elles ont des cycles très rapides sur des semaines Ouais, et des ouais, mois, ouais. voire des années. Mm. On l'a observé sur des mouches drosophiles, c'est très utilisé parce qu'elles ont des structures, je ne rentre pas dans les détails, mais elles ont des structures sur la tonipotence des cellules, on s'en fout, c'est très proche du cerveau humain, donc c'est utile. Et aussi, il y a l'exemple Mm. très célèbre des Des moustiques papillons. de Londres. Ah non. Oui, bon, ça je connais pas bien moi, mais les papillons sur des bouleaux, l'arbre bouleau, La des phalène papillons du blancs boulot. sur, voilà, la phalène du bouleau, sur des bouleaux blancs. Et ça, c'est pas pour montrer la théorie de l'évolution, c'est pour montrer la sélection naturelle. Des papillons blancs qui se mettent sur des bouleaux. Donc Ah tous oui, les je la connais papillons avec le noirs. charbon durant Voilà, le temps ouais, des c'est usines ça. et tout. Ouais, oui, oui, oui. Ouais. Ouais. Et Gioclo, il est au courant dans les commentaires aussi. Et du coup, voilà, les bouleaux ont été noircis, donc la Et sélection Ouais, s'est ouais. inversée. Il y a est-ce que plein la de trucs en sélection fait. artificielle, ça C'est vrai, ne c'est prouve vrai. pas aussi, Tony? La sélection Bien sûr. domestication, ça prouve Bah, c'est aussi. ça qui est reproduit. Bah oui. Ouais. Oui. Tu prends Oui. une vache, elle est rouge, tu mets une autre vache qui est rouge, et ça fait des vaches très Enfin, rouges. c'est parce que Non, ça, le c'est pas problème... vraiment le cas. Ça, c'est pas vraiment Je une fais exprès, évolution. hein, je fais exprès. Mais Ok. basiquement, tu Parce que peux le seul... comprendre ce genre de choses. Bah, si tu Mais non, veux, mais... si tu veux un exemple, attends, moi j'ai un exemple frappant. Naturellement, l'espèce des épinoches. T'es canadien, tu connais les pinoches Gasterostus aculetus? Qui est canadien? Revali. Moi, j'ai eu peur. Non, frérot, je connais pas les espèces de Ok, plants. bah si tu Non. veux, c'était une Moi non espèce de plus. poisson il y a à peu près 75 ans qui était en voie de disparition. C'est une espèce de poisson, donc les pinoches, qui Ah, vivait ok, ok. justement dans les pleines eaux des grands lacs canadiens. Ok? Hmm. Et il s'avère que à cause des changements climatiques, enfin voilà, c'est naturel, et le bouleversement de l'écosystème, bah il s'avère qu'ils étaient menacés d'extinction. Il y a deux choix possibles pour la survie d'une espèce. Soit elle évolue et elle arrive à développer du coup l'évolution qui lui permet, enfin qui aboutit, qui lui permet de survivre. Soit bah l'évolution elle n'aboutit pas et elle s'éteint et c'est au revoir. Tu vois, c'est comme ça que ça se passe pour une espèce. Tu connais au moins les principes de l'évolution ou tu veux que je l'explique rapidement? Parce que c'est vraiment très Non, simple. non. Tu le connais? Mais- Non, j'ai une très bonne compréhension générale de l'évolution. C'est juste que, ok, j'aurais dû être plus précis en fait, dans le sens où la chose qui est pas observable, par exemple en laboratoire, et si je me trompe, vous pouvez me le dire. Ouais. C'est vrai que les forces qui permettent à l'évolution d'arriver, comme la sélection naturelle, la dérive génétique et ainsi de suite, ça on peut l'observer. Ça c'est avec par exemple les phalènes, comme Tony avait parlé auparavant. Ok. Le phénomène qui est un petit peu plus difficile, par exemple, je pense, de reproduire en laboratoire, c'est le phénomène de spéciation, Ah bah, de la tu production vois, d'une nouvelle c'est espèce. nickel, c'est magnifique. Revali, j'ai un cas de spéciation, justement. Vas-y, Les vas-y. pinoches, donc les pinoches justement des. C'est pour ça que j'ai sorti ce cas. Il y a aussi le Culex pipiens F. molessus. Il y en a plusieurs justement des espèces, mais effectivement ça peut prendre plus de temps. Pour les pinoches, c'est 75 ans. Bon, ça tombe bien, ils ont une durée de vie assez courte. Ok. Mais par exemple, les pinoches, il s'avère, comme je t'ai dit, ils vivaient dans les lacs canadiens, dans les plaines eaux et près des côtes des lacs, tu vois. Et il s'avère que bah ils étaient en voie de disparition. Par contre,
les groupes de cette espèce qui ont commencé à avoir un mode de vie limnétique, enfin je sais pas si on dit ça, ouais, je crois que c'est un mode de vie limnétique, c'est-à-dire qu'elles étaient beaucoup plus dans les fonds d'eau, dans les fonds de lacs, là où il y avait beaucoup moins de lumière justement qui pénétrait cette zone-là. Et il s'avère que plusieurs de ces groupes ont commencé justement à aller vivre dans ce milieu-là, donc beaucoup plus dans les fonds d'eau des lacs. Et ben il s'avère que on a observé sur plusieurs générations, donc ça c'est quand même le processus en 75 ans, un isolement écologique. Ok, donc les deux formes, donc t'as des niches différentes, donc t'as ceux qui sont en pleine eau et ceux qui sont dans les fonds d'eau. Donc ceux qui étaient en pleine eau, c'est ceux que je t'ai dit, c'était en voie de disparition. Tu commençais à avoir aussi sur plusieurs générations un isolement reproductif. Ok, tu voyais aussi une accumulation de mutations génétiques, qui celle-là, elle avait été identifiée par séquençage justement d'ADN. Donc ça, on l'a observé. Et il s'avère que plus les générations elles avançaient, plus on voyait que les hybrides, elles étaient désavantagées. Ok, parce que l'accumulation de mutations génétiques, elle a eu un impact physique, c'est-à-dire des réels changements physiques et physiologiques, qui fait que c'était de plus en plus difficile au fur et à mesure du temps qu'il y avait des hybrides. Et la plupart des hybrides, en général, ils étaient stériles, donc ça foirait. Et là où justement il y a eu vraiment la reconnaissance de la spéciation, et c'est là où je vais te donner les sources, tu pourras aller te renseigner, je vais te donner les numéros DOI et tout. Et bah, il s'avère que pour ce cas-là, donc du coup, ce qu'on appelle maintenant le Gasterostus aculeatus, donc l'épinoche qui a été où sa spéciation a été reconnue en 2013, il s'avère que cet isolement écologique reproductif et cette accumulation de mutations génétiques qu'on a observées au fur et à mesure des générations, elle a fait qu'on a eu des gros changements physiques, des gros changements physiologiques, et au final, ces deux espèces n'arrivent plus à se reproduire. C'est-à-dire que de base, c'est la même espèce, celle des fonds d'eau et celle des plaines eaux. Sauf que celle des fonds d'eau, en réalité, c'était l'espèce des plaines d'eau qui a commencé à avoir ce mode de vie dans les fonds d'eau. Et au bout de 75 ans, bah là, il s'avère que, justement, je vais te donner les sources, c'est là où tu vas voir que c'est intéressant. Mais si j'ai compris, ça veut dire qu'au Attends, bout de je vais juste te 75 dire, ans, tu vas voir. Pourquoi je te parle de Les sources déjà, aussi. oui, on l'a observé, mais ce qui est important, c'est la prédiction de résultats. Pourquoi je parlais tout à l'heure c'est tellement puissant ce modèle-là qui nous permet de prédire des résultats par la connaissance. Je vais te donner par exemple l'étude la plus ancienne qui date de 1999, donc enfin celle justement où on commençait à voir cette spéciation, donc du coup par l'Oxford Academy par T. Hatfield, donc Ecological Speciations in Sittlebacks. Et justement, ce qui avait été prédit à cette période entre guillemets en 1999, c'est que on avait observé que les hybrides ils devenaient de plus en plus difficiles. Ok, mais regarde, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont prédit que dans 4 à 5 générations, il y aurait plus du tout d'hybrides possibles à cause de l'isolement reproductif et écologique. En 1999, ils ont vu qu'on assisterait bientôt à une spéciation. C'est vraiment l'article pour moi le plus fondamental. Parce qu'on dit que dans 4 à 5 générations, il n'y aurait plus d'hybridation possible entre ceux des fonds d'eau et les limnétiques. Enfin, les limnétiques et ceux qui sont en pleine eau. Ok ? Et c'est en 2013, donc du coup, il y a eu quand même l'observation du coup en 2002 par du coup Science Direct, donc Speciation in Nature de Trispins Sittlebacks Model. Tu retrouves aussi une en 2002, 2005, 2007. Et là, la plus intéressante, c'est celle de 2013. Donc du coup, Functional Basics of Ecological Divergence in Sympatric Stittleback, donc en 2013 par BMC Evolutionary Biology, donc par l'organisme Biomède Central, où justement là, on a observé que 4 à 5 générations plus tard, ils n'arrivaient plus à se reproduire. Et c'est en laboratoire qu'ils ont pris en fait ces espèces-là, qui ont essayé de faire une reproduction donc artificielle entre guillemets, et ça fonctionnait pas. L'étude qui a été faite en 1999 qui disait dans 4 à 5 générations, il y aurait plus d'hybrides possibles parce que déjà l'hybridation à cette période elle était très difficile. Ils ont prédit dans à peu près combien de générations il y aurait plus d'hybrides possibles, et c'est ce qu'on a observé. Félicitations. Maintenant, en 2013, c'est là où, enfin, en 2014, donc du coup, c'est là où on a étudié du coup une étude génomique beaucoup plus profonde. Donc, du coup, c'est par PLOS génétique, donc l'organisme PIOS génétique. Donc, du coup, c'est Genomics of Young Freshwater Populations of Trispin Sittlebacks en 2013. Ok. Et ça nous permet en fait de reconnaître que toutes les définitions qui ont été déjà définies, c'est pour ça que moi je t'avais demandé si tu connaissais bien les définitions, on a vu qu'il y a eu une divergence génétique au fur et à mesure des générations, ok. On a observé un isolement écologique et un isolement reproductif, et il s'avère que par cette divergence-là, on a vu déjà qu'il y avait une accumulation de mutations génétiques, donc changement physique, physiologique, et cette espèce-là ne peut plus se reproduire avec
l'espèce qu'il y avait, enfin l'espèce originale entre guillemets, tu vois. Et ça en moins de 75 ans. Ok, Voilà. ben écoute, j'étais pas, je ne savais pas cet exemple-là. J'irai Donc là, voir. ok, voilà, Mais, recherche. Donc regarde, écris. Si tu veux vraiment, tu vas voir normalement, il y a 1 milliard d'articles sur ça. Parce que en fait c'est assez récent, c'est 2013 en fait. Et moi ce que je trouve vraiment fascinant, c'est avec donc du coup c'est l'épinoche Gasterostus aculeatus. Ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'en 1999, tu as eu une prédiction entre guillemets en fait, parce qu'on voyait que c'est linéaire en fait. On voit qu'il y a une sorte de redondance entre guillemets dans cet aspect-là de la divergence génétique et par rapport à ce qu'on avait compris sur l'isolement reproductif et écologique. Et on a su avec cette connaissance-là que bah il allait plus avoir d'hybridation possible. Donc là, on a observé un cas de spéciation qui est très récent et qui est vraiment exceptionnel selon moi parce que là, bah, tu as la magie de la science, c'est-à-dire la science qui a une théorie. Ok, théoriquement, on a quelque chose, on a des définitions. On observe ce phénomène il y a 75 ans, on a observé au fur et à mesure du temps. Et hop, on a un cas où on est proche de la spéciation. Et tu as une étude justement qui dit qu'il y aura bientôt cette spéciation, on va dire par isolement reproductif. Donc ils pourront plus se reproduire avec l'espèce, on va dire, antécédente. ouais. Magie, c'est ce qui se passe en 2013. Voilà. Ah, Non, bravo, c'est pas de la Barchka. magie, c'est de la science. Mais j'irai voir parce que pour être franc avec toi, j'ai jamais entendu parler de ça auparavant. C'est juste que je trouve ça juste étonnant qu'en l'espace de 75 ans, tu peux avoir un processus de spéciation. Oui. Surtout, C'est un c'est cas quand même assez spécifique. surprenant. Ouais. Oh, oui. C'est un cas spécifique. C'est vraiment spécial. Et mais justement, par exemple, chez les espèces des lacs, en général, chez les poissons, ça se passe. En fait, parce que généralement, ils ont une durée de vie un peu plus courte. Et par exemple, si tu veux un autre cas où on est en train d'observer justement un cas de spéciation qui est en cours, un cas d'éco-spéciation en cours, si tu veux, tu as les saumons rouges des lacs de Washington. Va te renseigner sur ça, tu vas voir, c'est très intéressant. Tu vois que pour l'instant, il y a encore des hybrides possibles, mais on sait que d'ici quelques générations, dans un peu plus d'une décennie, ça sera plus possible. Parce que Alors, je sais que on va j'avais déjà arrêter là entendu- pour ce truc-là, mais Ah, ok, effectivement, va te renseigner sur ce que. Non, c'est pas ça, c'est que là, on commence à répéter Ouais, la ouais, même je idée, comprends. mais Ouais, ouais. va Oui, te voilà. renseigner sur ce que Borchkak a dit. Et Borchkak, tu bouges pas d'en haut. On a Mara qui veut te poser une question. Et Ok. il y a eu un truc qui ressort dans les commentaires, c'est que Borchkak est très, 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 très impressionnant. Vraiment bravo Borchkak.